Donc, nous avons configuré, nous avons setup DHCP dans le Docker 1 et dans le Docker 2. Nous avons testé le IP reachability entre ces deux Docker, ça a fonctionné. Nous avons aussi testé l'accès à l'Internet et cela a fonctionné parce que il y a beaucoup d'applications que nous allons télécharger pour activer ODL et OFM. Ces applications vont nécessiter l'accès à l'Internet. Donc, je vais prendre, ouvrir mon MOP. Il est toujours bien d'avoir un MOP lorsque vous faites cela. Même lorsque vous suivez une vidéo sur YouTube, c'est bien de créer son propre MOP afin que lorsque vous allez revenir, que vous n'ayez pas des difficultés. Donc, la première étape, c'est de configurer le ODL et le OFM container. Et ici, là, juste pour se rassurer, c'est le 2. Donc, je le reprends. Mais ici, vous pouvez me contacter si vous avez besoin du fichier où il y a ces commandes par email. Ça me fera un plaisir de vous faire suivre. Ok, avant de mettre cette commande, je vais installer quelques. Ok, donc je vais installer. Ok, la première chose c'est de faire apt get update. Cette commande va mettre à jour les références de ce container. En fait, ces containers fonctionnent sur la base de Linux. Donc, les commandes sont les commandes de Linux. Donc, je vais installer maintenant ces commandes. Ce que je fais, c'est que j'installe wget. C'est une commande qui nous permettra de télécharger d'avoir accès à des liens web en zip pour unzip les files. Et puis sudo, c'est une commande pour configurer en tant que root. Ok, je vais d'abord mettre ça. Ah, ok, je vois ce qui se passe. Vous voyez que nous sommes en train aussi, ça nous permet aussi de troubleshoot, parce qu'il y avait le T qui manquait. Donc je vais corriger ici. Install. Donc, toutes les difficultés que vous rencontrez lorsque vous faites ces choses, ça vous permet aussi d'être performant lorsque vous arrivez dans le cadre de l'emploi, en production. Parce que c'est la même chose. Cette commande va nous permettre d'installer les paramètres de certains softwares, des softwares que nous allons utiliser. Et lorsque vous êtes coincé, parce que ça fonctionne ici, mais vous pouvez avoir une version de DNS3 ou une version de Linux où certaines commandes ne sont pas acceptées. Partez sur Google, faites des recherches, vous allez trouver qu'il y a des milliers d'apprenants, d'ingénieurs, de techniciens qui font des recherches, qui posent des questions. J'ai appliqué telle commande, j'ai eu telle réponse, que peut être le problème? En fait, c'est parce que aussi, il faut le préciser, Linux est un système d'exploitation qui est open source, donc qui est ouvert, qui n'est pas la, par exemple, qui n'est pas la propriété d'une société telle que l'est Windows. Le système d'exploitation Windows appartient à Microsoft. Linux est ouvert, c'est open source. Donc voilà pourquoi vous verrez que il y a des difficultés parfois. Donc, et certains vont vous recommander d'utiliser parfois des systèmes d'exploitation qui ont été déjà testés, qui sont sur le marché depuis longtemps, ou bien depuis 2 ans, 3 ans, parce que ça a bien fonctionné. Et il y a des versions qui sont plus en mode de test
vous pouvez avoir des difficultés, mais il y a aussi la compatibilité. Donc là, vous pouvez avoir un système d'exploitation Linux qui n'accepte pas certaines commandes parce que les références ont changé ou encore le site où vous devez télécharger l'application a changé ses paramètres. Donc il y a pas mal de choses, mais c'est tel que j'ai encore dit, plus vous rencontrez de difficultés, plus vous devenez bon, vous vous améliorez à anticiper les problèmes. Et surtout, prenez note. Ça, c'est un conseil. Prenez note de tout ce que vous rencontrez. Je prends note de ces commandes. Quand je suis bloqué, qu'est-ce qui m'a permis de débloquer telle situation. Ok, donc là, nous allons maintenant installer SSH. Donc, on nous demande de retrouver cette partie. Je vais enlever le pour que ça soit visible. Ok. Donc, ce fichier a été sauvegardé en mode Python, tel que vous le voyez, Py. C'est voilà pourquoi il fait sortir ces couleurs, parce que c'est comme un code, mais en fait, ce n'est pas un code. On nous demande de retrouver ce paramètre et de changer en yes. Donc, nous allons le faire. Ok, donc, ça est là. Login, route. Ok, ça est là. Permit, login, prohibit, password. Nous allons le changer en yes. L'avantage avec ces containers, c'est que ça vient avec, en fait, de système Linux, c'est que ça vient avec, donc c'est la même chose pour sauvegarder, CTRL O, vous appuyez, et puis vous sortez. Donc si nous vérifions encore, nous allons voir que c'est maintenant yes. Avant, ce n'était pas yes. Okay. Et là, nous avons utilisé Nano. Vous pouvez utiliser Vim ou encore d'autres options. Et Nano est un peu plus facile à manipuler. Lors des prochaines sessions, je vais essayer de le faire avec Vim. Les commandes sont un peu plus compliquées. Okay, donc, nous venons de changer ce paramètre. Nous allons start le service SSH. Parce que si vous ne démarrez pas le service SSH, ce conteneur ne pourra pas SSH dans le container 2. Et vu que ça a accès, ce container a un path vers l'Internet, vous pouvez aussi SSH sur mon container, même lorsque vous êtes, je ne sais pas, à l'autre bout du monde. Donc nous allons activer la clé, le SSH key. Vous prenez juste la valeur par défaut, ok? La valeur par défaut. Donc lorsque ça vous fait sortir cette question, vous appuyez au Enter. Vous validez. Ok. Cela ayant été fait, nous allons définir le password de ce container, le root password. Donc, je vais mettre le password que je veux. Vous pouvez mettre votre nom, c'est juste des tests. Une fois que vous effacez ce container, le password est parti. Donc, il n'y a pas un problème avec la sécurité. Nous allons installer JavaScript, mais avant de le faire, je vais voir juste, je vais lire cette partie. JavaScript est un langage basé sur l'événementiel. Par exemple, quand une action intervient tel qu'un clic sur un bouton ou la réception d'une requête, un événement est créé par le navigateur et peut être intercepté par JavaScript. Avec ce système, les développeurs peuvent donc modifier le contenu de leur page en fonction des actions des utilisateurs. JavaScript est un langage qui existe depuis longtemps mais a connu une révolution ces dernières années, notamment avec une technologie appelée le moteur V8. Cette technologie créée par Google a pour but d'améliorer de façon significative les performances lors de l'exécution d'instructions JavaScript.
Cette technologie intégrée dans un premier temps au navigateur Google Chrome et par la suite euh, par la suite a été adoptée au sein d'autres navigateurs tels que Safari, Firefox, Opera. À la base, JavaScript a été conçu pour être utilisé uniquement sur les navigateurs côté client. Néanmoins, depuis 4 ans, une nouvelle technologie permet d'utiliser du JavaScript à la fois côté client, mais aussi côté serveur. Nous allons aussi installer Node.js dans le contexte de ce lab. Euh, Vous pouvez vous poser la question pourquoi est-ce que je suis motivé à faire ces vidéos. Regardons les Indiens qui sont qui dominent le domaine de l'informatique. Ils enseignent la programmation en hindou à leurs frères et sœurs qui n'ont pas encore la connaissance de la langue anglaise. Donc si je le fais, c'est pour donner un point de départ à ceux qui n'ont pas d'abord, qui ne parlent pas encore l'anglais ou bien qui apprennent l'anglais, qui sont encore... Parce qu'une fois que vous comprenez l'architecture de ces technologies, c'est facile lorsque vous allez apprendre l'anglais de commencer à intégrer les deux, à faire une corrélation entre la langue et la technologie. Mais c'est pour encourager ceux qui n'ont pas un point de départ du point de vue linguistique pour avoir un point de départ. Ceci étant, merci. Nous allons nous retrouver lors de la prochaine session pour continuer avec la configuration.